On est au cave du commandeur qui représente un sociétariat de 150 adhérents à peu près, mais majoritairement un conseil d'administration qui représente 14 adhérents professionnels. Donc ceci représente à peu près 90% de la superficie de la cave, d'où une certaine facilité de décision rapide au sein du conseil d'administration. On a un volume à peu près de vinification de 28 000 hectos sur 550 hectares. Alors, les proportions en blanc, rosé, rouge, le rosé représente 90% et il y a à peu près 3% de blanc et 7% de rouge. La particularité de la cave, c'est que les vendanges se font la nuit, donc entre 3h et 9h le matin, pour essayer de préserver en fait, la qualité des raisins et limiter les oxydations. Les vendanges se font à 95% en machine et 5% en vendange manuelle. Donc pour les vendanges manuelles, les apports en fait sont un peu plus longs, étant donné que c'est difficile pour les gens qui vendangent en vendange manuelle de vendanger la nuit. Donc là, en général, ça se fait jusqu'à 12-13 heures pour aussi éviter les grosses chaleurs. Mais du coup, en contrepartie, ils peuvent vendanger les cépages de leur choix, du moment qu'ils respectent la prélation, donc ça leur laisse quand même pas mal de souplesse pour pouvoir vendanger sereinement. L'ensemble de la vendange est séparé donc dans les pressoirs au départ en fonction de l'appellation et en fonction des cépages pour essayer en fait de faire différents vins avec des typicités particulières afin de laisser un large choix et un large éventail à la partie assemblage derrière et avoir de nombreux vins avec des typicités différentes qui peuvent correspondre à différents marchés, donc différents marchés pour nos acheteurs et différents marchés aussi bouteilles. Les marchés de la cave, ce sont des marchés négoces locaux et les volumes qui correspondent à l'ensemble des besoins de notre caveau en bouteille. Pas d'export? Pas d'export à ce jour. Comment se passe la phase d'identification de la production? En fait, l'identification de la production, on fait un ticket à chaque coopérateur. Sur le ticket, il est mentionné le nom, le cépage, l'appellation, le numéro d'unité culturelle. Le numéro d'unité culturelle correspond à une parcelle de vigne, le degré, le nombre de kilos, et c'est tout. Et ensuite la destination, la cuve de destination ou le pressoir de destination. Ce qui permet en fait à terme, dans chaque cuve, d'identifier le cépage, l'adhérent et la parcelle. Donc sur chaque cuve, au final, on peut identifier tous ces paramètres-là. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle cuve de la cave et vous pouvez savoir à qui appartient le raisin et où se situe la parcelle dans le vignoble. Pourquoi séparez-vous la production grêlée? Alors on sépare la production grêlée parce qu'en fait ce sont des vendanges qui sont plus ou moins altérées. Donc pour pas gâcher en fait le reste de la récolte, on l'isole. Donc c'est isolé en fait dans des pressoirs séparément. Et ça pourrait être remélangé par la suite? En fonction de la qualité sur vin fini, on voit comment on peut l'assembler à l'ensemble des autres vins ou pas. En fait, on adapte en fait après aux assemblages et à la dégustation. Après, on essaye de corriger les vins grêlés en cave. On fait des traitements spécifiques sur la vendange grêlée. Donc vous avez vu l'étape d'arrivée des raisins sur le quai de réception. Les raisins, l'ensemble de la grappe en fait est, on va dire, égrappé. On enlève la rafle, on sépare la rafle des baies et ensuite foulé. Foulé, en fait, on éclate la baie de raisin afin que le pressurage se fasse de façon plus optimale. Donc les raisins foulés et grappés rentrent dans les pressoirs avec des entrées axiales sur les côtés. Ça rentre à l'intérieur, ce sont des pressoirs pneumatiques. Donc il y a une demi-partie de pressoir sur lequel il y a des drains et l'autre demi-partie du pressoir, il y a une bâche. Donc la bâche permet de pousser les raisins sur les drains et du coup de faire écouler les jus. Sur l'ensemble des pressoirs, il y a des ceintures de froid qui permettent en fait de maintenir la vendange en basse température. Ce que j'avais oublié de vous préciser à la réception, c'est que les vendanges se font de 3h à 9h afin de préserver le raisin et les phénomènes d'oxydation et de garder des baies fraîches. Ça permet d'avoir des rosés pâles. Voilà, c'est de limiter les extractions de couleurs polyphénoliques, c'est-à-dire d'anthocyanes et de tanins. Tout ça pour avoir des raisins, des jus pâles et avec des arômes frais. Là, ce sont les drains dont je vous parlais, vous voyez, dans lesquels s'écoulent des jus. Donc les jus s'écoulent par là, dans l'amé,
sont récupérés en fait dans des conquets de réception et acheminés vers les cuves à l'extérieur où aura lieu le débourbage. Une fois le pressurage terminé, on vide les pressoirs. Et donc les pressoirs vidés, il ne reste plus que la pellicule et les pépins. Donc la pellicule et les pépins sont acheminés à la distillerie. Donc toutes les cuves sont thermorégulées, donc réfrigérées par des ceintures de froid qui sont là. Là vous voyez la condensation. Donc du coup, étant donné que l'ensemble de la cuverie est réfrigérée, ça fait une ambiance relativement froide dans la cave, d'où cette température assez fraîche. Alors les températures sont thermorégulées parce que la vinification des blancs et rosés se fait entre 16 et 18 degrés. Donc en fait, avec l'inertie de fermentation, parce que la fermentation est exothermique, on est obligé en fait de mettre du froid. Autrement, les cuves montent à une température supérieure, ce qui n'est pas qualitatif pour les rosés, parce que ça se fait des vins beaucoup plus lourds. On est arrivé aujourd'hui avec des rosés qui sont des vins hyper réfléchis, hyper technologiques, non? C'est pas faux. Mais on essaye quand même de préserver le naturel d'expression des vins et d'être le minimum interventionniste. Les jus que vous avez vus à l'extérieur en fait sont acheminés dans ces cuves-là qui s'appellent des cuves de débourbage. De débourbage, pourquoi? Parce qu'en fait, lors de la vendange, il y a toujours des poussières, la poussière des vendanges, la poussière qui est sur les baies, des petites parties de pellicule, des petites parties de rafle qui passent dans le jus. Donc le jus en fait est trouble, donc il est chargé un peu en impuretés. Ces impuretés en fait par décantation par le froid, donc ça s'appelle un débourbage, ils tombent dans le bas de la cuve. Et ce qui permet en fait sur la partie haute d'avoir des jus clairs et sur la partie basse d'avoir des bourbes. Donc on pourra voir sur la cuve suivante en fait comment on fait pour débourber la cuve avec des coups de débourbeur. Donc ce sont des coups de débourbeur. Ce que je vous avais indiqué tout à l'heure, c'est que les jus clairs sont sur le haut de la cuve et les bourbes sont sur le bas de la cuve. Donc en fait pour séparer le jus clair des bourbes, on utilise ces coups de débourbeur. Donc avec cette manette, on fait descendre la manette, hop, comme ça. Et du coup, on va jusqu'à la limite du jus clair. Et ici, on appelle un mirror. Il y a une vitre, en fait. Et on identifie, en fait, le moment où les jus commencent à se troubler. Et donc, on sépare les jus clairs des bourbes. Les bourbes sont ensuite filtrées dans un filtre rotatif sous vide qui se situe à l'extérieur. Les bourbes dont je vous ai parlé à l'intérieur sont filtrées à l'aide de ce filtre. Vous pouvez voir la consistance des bourbes à l'intérieur. Ici. Donc les bourbes en fait c'est plutôt dense. On essaie en fait, elles ont la particularité d'être aromatiques. Et c'est très intéressant de les réincorporer dans le jus parce que ça donne un supplément aromatique au mou. Donc en fait, le principe, c'est un filtre rotatif sous vide, c'est-à-dire qu'il y a un tambour sur lequel on met de la terre qui s'appelle de la perlite, c'est des sacs de terre comme ça. On le met, on fait un gâteau dessus et par dépression, en fait, les bourbes se collent dessus et ça permet en fait de filtrer le jus. Donc le jus rentre à l'intérieur et il ressort ici, limpide. Et ces jus-là repartent dans les cuves d'origine, c'est-à-dire avec les jus débourbés qu'on a isolés. Et ensuite, on fait partir en fermentation, ou en levure indigène, ou en levure sèche. Ça, ce sont les jus que vous avez vus à l'extérieur. Donc les jus qui ont été débourbés avec les bourbes réincorporées sont mis dans les cuves avec un drapeau de froid pour faire une fermentation à environ 17-18 degrés. Et du coup là la fermentation a démarré, donc vous voyez une mousse blanche dessus qui est synonyme en fait de fermentation. Donc ce vin en fait provient de vendanges du 17 septembre, c'est un assemblage Syrah Grenache en Côte de Provence. La fermentation se terminera quand il n'y aura plus de sucre à dégrader par les levures. Donc quand l'intégralité des sucres seront dégradés par les levures, et que la puissance alcoolique, le degré alcoolique de la cuve sera élevé, les levures, en fait, il y aura une mortalité levurienne importante, d'où l'arrêt de la fermentation. Depuis 2003, on s'est engagé dans un process de culture raisonnée, où donc les gens réfléchissent chacune des interventions qu'ils doivent faire. On définit des seuils de nuisibilité par rapport à différents parasites et puis on traite ou on ne traite pas en fonction des résultats de ces seuils. Donc voilà. En matière de fertilisation, de plus en plus, les gens utilisent des engrais organiques.
En ce qui concerne le désherbage chimique, eh bien, il disparaît petit à petit. La plupart travaillent les sols, y compris le rang de vigne, alors que jusqu'à il y a encore peu de temps, la totalité du vignoble, quand je dis peu de temps, c'est jusqu'à il y a une dizaine d'années, on avait des vignobles qui étaient désherbés en totalité. Donc ça, aujourd'hui, c'est terminé. Donc tout ça s'inscrit dans un concept production raisonnée. Ça a forcément un coût, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Soit polluer à outrance nos terres, soit essayer de garder un patrimoine et un potentiel de production le plus propre possible. Donc les gens s'y retrouvent? Je pense que oui. Oui, si ce n'est pas directement financièrement, eh bien, ils auront le sentiment d'avoir œuvré pour la bonne cause. La structure comprend 12 salariés permanents. Eux aussi s'y retrouvent? Oh, je pense que oui. Je pense que oui, enfin, en tout cas je l'espère. En matière de développement durable, le bâtiment dans lequel nous sommes a été conçu pour recevoir sur sa totalité, donc 2000 m² et une toiture photovoltaïque. Donc pour l'instant c'est une frustration parce qu'on n'a pas pu encore réaliser cette installation, mais je ne désespère pas qu'on puisse y parvenir, sachant que le projet qu'on a étudié permettrait de couvrir les besoins d'électricité des 3/4 de la population du village. On sera là pour l'inauguration. Écoutez, j'espère bien. Merci.